Cette fois, on va répondre aux questions. Et là, je sais qu'il y en a de nombreuses, forcément. Après avoir déclenché l'ire de tous les antiracistes, maintenant, je vais devoir m'expliquer. Mais il n'y a pas de souci, au contraire, c'est plutôt enrichissant. Alors, voilà, on me dit, jusque dans les années 60-70, il fallait être membre du KKK pour entrer dans la police dans certains États du Sud. Ne penses-tu pas que même après une génération, après la fin de la ségrégation, tout ne soit pas encore apaisé chez eux? Mais c'est évident qu'aux États-Unis, c'est tellement peu apaisé qu'aujourd'hui, on est dans la guerre raciale. Il faudrait se demander d'ailleurs pourquoi, puisqu'on a mené la politique qui a été voulue d'égalité, etc., et aujourd'hui, on en est dans la guerre absolue. Hein. On est au bord d'une guerre civile, une guerre raciale, parce que finalement, même les émeutes qui sont produites à chaque fois qu'il y a eu ces manifestations aux États-Unis, elles ont tourné à l'émeute raciale. Évidemment, c'est un aspect qui n'est pas traité ici dans les médias, mais oui, il y a une dimension raciale énorme dans cette affaire. Et les États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, ils sont pétris de cette mentalité. Alors après, oui, il fallait être membre jusque dans les années 60 du KKK pour entrer dans la police. J'en sais rien, voilà, je demande à vérifier l'information, je ne sais pas, voilà. Est-ce que c'est pas encore un mythe? Méfions-nous. Que oui, il y a eu un certain nombre de grands racistes dans la police, c'est évident. Je veux dire, la politique américaine de ségrégation, elle a été terrible, hein, on en a parlé, ouais, donc ça, il n'y a même pas à revenir là-dessus. Maintenant, est-ce que ça a laissé des séquelles? Ça veut dire quoi? Tous les flics seraient d'horribles racistes du Ku Klux Klan? C'est ça que ça veut dire? Mais le flic de Charleston, qui fait partie des États du Sud, c'est un noir qui a tué un autre noir. Alors comment on interprète, là? Où est-ce qu'elle est l'interprétation? Quand aussi, la plupart des Noirs sont tués aussi par des Noirs. Alors, c'est quoi? C'est du racisme anti-noir de la part des Noirs? Comment on interprète? C'est ça le problème. Alors, on me dit... que penses-tu du terme mulâtre? Car à l'époque, les métis n'existaient pas. Je sais très bien, le terme mulâtre, il vient de mulatto en espagnol, le mulet, donc c'est moitié un âne, moitié un cheval. Le terme, il est ce qu'il est. Hein, c'est pas moi qui ai inventé les mots. Oui, mulâtre, moi, je suis déjà dans une époque où ce terme n'a pas de connotation particulière, péjorative. Donc non, ça me dérange pas. C'est plutôt un terme qui n'est plus usité. Aujourd'hui, on parle de métis. Mais c'est un peu la même chose. Hein. Donc, voilà, le terme en lui-même, aujourd'hui, vous savez très bien, voilà, ça, c'est une canne en ébène. Hein, et on sait très bien que pendant la période d'esclavage, on appelait le noir le bois d'ébène. Hein. C'était le chargement d'ébène, tu vois, pour désigner les noirs. Donc voilà, les choses, évidemment, elles ont changé. Bon, le terme en soi, il ne me dérange pas plus que ça, mulâtre non plus. Bon. Voilà, pour moi, ça ne fait pas référence à quelque chose d'horrible, etc. Même si je connais l'étymologie du mot. Alors, on me dit, que penses-tu que le Bémidum de 63 a été fait pour assimiler des Noirs, des Dom-Tom dans la communauté française? De toute façon, il y a une vraie volonté, oui, d'assimiler les Noirs à la communauté française. La France a embauché, on le sait, énormément de gens de l'outre-mer dans l'administration, etc. Oui, ça fait partie d'une politique. Mais alors, quand il y a des politiques d'intégration, on va les critiquer, on critique tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que il y a des gens qui sont là à vous crier... à l'égalité, absolument, à revendiquer cette égalité de traitement, machin, mais en même temps, il faudrait qu'on puisse reconnaître leurs différences. Voilà, c'est toujours cette contradiction. Et ce n'est que ça, tout le temps. Hein, on me dit, le béton de la ligne Maginot, c'est aussi Lafarge qui a fait les bunkers de Isis, à ton avis? Certainement, on le sait, oui, c'est eux qui ont participé. Bon, ça, on le sait très bien, le problème de ISIS et de Daesh, et qui est-ce qui est derrière. Alors, on me dit quoi? J'écoute ton discours. Alors ça, c'est intéressant. Je me dis que finalement, ton aversion envers les Américains, sur leur mainmise sur de nombreux pays dont la France serait à relativiser. Après tout, comme nous, au temps des colonies, eux aussi pensent à leur intérêt et renvoient leur contrepartie, leur mode de vie, leur protection. Il y a même des Français qui ont marqué l'histoire américaine. Ne trouves-tu pas un peu contradictoire vis-à-vis des deux poids, deux mesures qui sont des combats idéologiques, sans vouloir faire de ce mot un gros mot? Merci pour la sincérité de ta réponse. Non, parce que pour moi, évidemment, que les États-Unis ont une entreprise de vassalisation, évidemment, des pays.
évidemment que dans notre époque de 2016, aller envahir des pays, etc., c'est complètement inacceptable. On peut plus parce que le monde a changé. On n'est plus, évidemment, en 1830, on n'est plus en 1740. C'est évident. Les mentalités, la conscience des choses aussi, elle a évolué. Les Américains qui exercent leur domination sur 3/4 de la planète, et qui aimeraient bien même 100% de la planète, exercent leur domination sur la France, qui prend la mesure d'une domination culturelle, mais qui est en plus généralisée, mondiale, une domination militaire via l'OTAN, qui nous force à obéir à leurs injonctions en matière de politique étrangère, et donc comment dire, à accepter et même participer aux décisions qui sont des fois contraires à notre intérêt pour l'intérêt américain, et évidemment l'influence économique avec l'Union européenne, qui est aux mains, on le sait, quelque part, c'est un projet américain qui est aux mains des grandes institutions et qui nous impose évidemment toutes ces règles économiques. Non, mon combat, oui, il est pour la nécessité de de l'indépendance de la France. Mais ce combat-là, il n'est pas en contradiction avec le combat de l'indépendance des Algériens. Seulement, la différence, c'est que les États-Unis, dans leur rapport de colonisation à la France, eh ben, il y a aussi des bonnes choses. Eh ben oui, parce que moi, je parle souvent des mauvaises choses, mais je pourrais parler des bonnes choses, bien sûr, on peut parler des bonnes choses. L'Amérique, c'est pas non plus que mauvais. Ils ont ramené plein de technologies, quand on a profité, et on était bien content de les avoir. Ils sont intervenus, alors on sait, parce qu'ils avaient aussi un intérêt dans la Seconde Guerre mondiale, mais on était bien content aussi qu'ils interviennent. C'est ça, à un moment donné. Donc, oui, les États-Unis, dans leur bilan aussi, il y a aussi du bon et du mauvais, hein, évidemment, c'est clair. Mais la colonisation, et on va dire l'exercice de la vassalisation qui est mené sur la France et les pays européens de la part des États-Unis, dans le mode et l'investissement n'est absolument pas comparable à l'investissement que la France elle a mené dans certaines de ses anciennes colonies, qui est de l'ordre de quand même de construire des infrastructures. Les États-Unis n'ont jamais construit d'infrastructures en France. Ils n'ont pas laissé d'aéroports, de ports, de routes, de villes, de machins. Oui, ils ont exercé une domination pour imposer leurs entreprises, pour imposer leur armée, mais en aucun cas, on peut parler d'un espèce de structurage, d'héritage d'infrastructures qui était vraiment le produit de cette colonisation américaine. Hein. Donc oui, chaque pays agit pour ses intérêts. Évidemment, évidemment. Si je me place du point de vue américain, je serais américain, je serais évidemment pour cette vassalisation de l'Europe. C'est logique, c'est l'intérêt des États-Unis. Donc, ouais, je serais américain, je défendrais, oui, le fait que on vassalise l'Europe, que pour nous c'est stratégique, voilà, et que c'est complètement notre intérêt. Ce qui est normal, c'est un intérêt national. Donc, après, et d'ailleurs, ils s'en cachent pas, hein, si vous écoutez les dirigeants américains. Mais pour moi, le point de vue du combat, justement, idéologique, ah non, c'est absolument pas le même. Et même, je veux dire, là où il se rejoint, c'est parce que si, justement, je suis contre cette domination américaine, c'est pas pour autant que je blâme les Algériens qui ont voulu prendre leur indépendance, ou les Maliens, etc. C'est tout à fait normal qu'ils aient voulu se séparer de cette domination. Mais c'est quand on parle d'histoire et de bilan. Parce que l'histoire et le bilan, vous savez, même... D'ailleurs, c'est fantastique, parce que tu me dis, les Américains, la vassalisation de la France, mais on est très peu à penser comme ça. Si on interroge l'immense majorité des Français, ils ont une image plutôt assez positive de l'Amérique. Ils ne le voient pas forcément comme nous, on peut le voir, avec cette oppression menaçante, hein, d'entreprises de domination de tous les secteurs. Ça, c'est pas aussi comment dire, établi que ça en France. Et concernant justement ce combat, pour moi, il est complètement cohérent. Il est complètement cohérent. Parce que moi, je suis pas là en train de dire, d'enlever aux autres en leur disant « Ah ben non, fallait rester colonisé, machin ». Non, c'est de dire que la colonisation, elle a un bilan. Et que dans un bilan, il y a du positif et il y a du négatif. Et il y a les deux. Mais on ne peut pas avoir un bilan juste par le prisme du tout négatif. Parce qu'en plus, ce bilan, par le prisme du tout négatif, il est la justification de l'idéologie qui va naître derrière, qui est une idéologie anti-France. Clairement. Et l'idéologie anti-France, elle se développe en France. Qui est une idéologie anti-américaine en France?
ça peut perturber les Américains. Mais ce n'est pas une idéologie anti-américaine aux États-Unis. Il y a quand même une grande différence sur ce point de vue-là. Donc, cette idéologie qui va se développer autour de la justification du passé colonial, elle va produire ce qu'on voit bien, c'est-à-dire de l'anti-France, la détestation de la France, etc., et la justification. Et des gens qui vont expliquer toute la journée et qui vont empêcher même le point de vue de l'intégration et de l'assimilation. C'est-à-dire ces gens-là qui se réclament de l'antiracisme et de la volonté de l'égalitarisme absolu entre toutes les races, les communautés, ce sont absolument les mêmes qui vont justifier leur propre racisme par cette histoire coloniale, et à chaque fois, qui vont vous donner les ressorts pour que des gens qui, justement, sont d'origine extra-européenne ne puissent pas s'intégrer à la France. Et pour preuve, quand vous êtes noir ou arabe, on va vous lancer directement à la France le passé de l'histoire coloniale, l'esclavage, le machin. Si vous êtes algérien d'origine, on va vous renvoyer tout le passé de l'Algérie, la colonisation, etc. Vous êtes un harki, etc. Donc, avec une espèce d'impossibilité en plus, donc qui est créée par les gens qui défendent cette idéologie d'antiraciste, impossibilité pour les autres de pouvoir s'intégrer à la communauté française. Par un espèce de chantage idéologique, voilà, c'est un peu les mêmes gens qui me disent « Choisis ton camp, tu es un esclave comme moi, t'as pris les coups de fouet ». Non, moi j'ai pris aucun coup de fouet, je vous le rassure. Les gens qui me disent « Non, bah non, j'ai pris aucun coup de fouet, je suis désolé ». Mais eux non plus n'ont pas pris de coup de fouet. C'est ça l'imposture. Les gens qui vous parlent de coups de fouet, mais ils ont pris des coups de fouet, mais ils sont sur Facebook. Des fouets de qui du gouverneur français, du président du conseil général du Pas-de-Calais. Non, mais faut arrêter quand même, faut arrêter. Donc moi, c'est dans cet esprit-là. Et je trouve pas qu'il y a justement d'incohérence, je trouve au contraire que c'est très cohérent. Au contraire. Alors, on me dit, penses-tu que l'islam soit compatible avec la culture européenne? Alors, ouais, en plus, je vois, c'est une des questions qui a recueilli le plus de choses. Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps et à laquelle, pour le moment, moi, je dis que l'islam, il est compatible dans une certaine mesure, mais dès lors qu'il va prendre la figure et la posture d'un combat idéologique, de principe, qui est un vrai combat politique, à ce moment-là, il sera incompatible. Parce qu'il sera incompatible, non pas parce qu'il est l'islam, il sera incompatible parce qu'il propose une alternative politique qui est contradictoire avec le projet politique qui est tenu, on va dire, par les autochtones depuis longtemps, qui va dans un certain sens. Et là, on remplace justement ce logiciel-là, donc là, c'est vraiment... là, on remplace le Windows, on va au cœur du processeur pour dire, bah non, on va changer de logiciel. Et à ce moment-là, évidemment, si ceux qui ont pour objet de dire on va imposer la charia en France, ça ne passera pas. Évidemment, ça finira dans la plus grande confrontation. Et c'est évident que le projet politique, au sens d'amener l'islam comme un projet politique qui vise à remplacer le projet politique existant, alors ça, c'est sûr que ça ne pourra pas fonctionner. C'est évident, et à un moment donné, il y aura un clash sur cette question-là. Parce que les Français, mais comme tous les Européens, sont profondément attachés, on va dire, à certains aspects, certaines valeurs, qui vont rentrer en contradiction avec le projet politique qui est apporté sur un certain nombre de sujets. Et à partir de là, il ne peut pas y avoir même de négociation ou de concession, ça ne peut être qu'une confrontation, parce que ce sont là, on parle de la structure même de la pensée politique en Occident, enfin en Europe, plus ou moins par extension. Alors, on me dit, peux-tu nous dire qui étaient les architectes français qui ont bâti tous ces immeubles d'AG? Non, je ne les connais pas tous, mais non, mais je peux pas te... Non, il faut aller chercher les noms. Mais il y en a plein, ouais, il y en a plein. Mais oui, il y a énormément d'immeubles qui ont été bâtis par des ingénieurs français. Alors, on me dit, au registre historique en Algérie, le taux d'analphabétisme en 1830 était de 14%, alors qu'il s'est élevé à 90% au terme de la période coloniale en 1962. Quel est ton avis sur ce fait? Alors ça, je ne sais pas d'où tu sors ce chiffre, parce que la France a tellement investi dans l'éducation, et le nombre d'Algériens qui bénéficiaient de tous les programmes français, il était de 35% en 1962. Donc je ne sais pas à quel moment tu me dis, il y a 90% d'analphabètes. Donc ça veut dire quoi? On les a rendus analphabètes, etc.
je demande à vérifier. J'ai pas vu dans mes recherches, en tout cas, ce chiffre-là. J'ai constaté, moi, tout l'inverse. Alors, on me dit, tu crois pas qu'il existe une certaine liaison entre cette culture de la pleurniche à propos de la colonisation et l'échec factuel des populations immigrées en banlieue. Cette façon de ne jamais se remettre en cause et de systématiquement trouver les raisons de nos échecs parmi les autres. N'est-ce pas un réflexe malsain qui fait rentrer l'Africain moyen dans le cercle vicieux de l'échec? Que faudrait-il pour sortir de cette mauvaise habitude qui fait de l'Africain moyen un loser éternel? Alors là, il ne s'en rend pas compte, mais effectivement, pour moi, exactement au problème que pose cette question. C'est-à-dire que, à force de toujours vouloir trouver des causes extérieures, c'est une façon de se déresponsabiliser. Et il a entièrement raison. L'Afrique se met tricard elle-même en essayant constamment de demander et de se placer dans cette position victimaire de demandeur, de mendiant. Hein. Je suis désolé, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que toujours en cherchant des causes extérieures, c'est jamais de soi-même, il n'y a jamais de remise en question, il n'y a jamais une auto-interrogation, il n'y a jamais de cause interne. Voilà, effectivement, l'échec factuel des populations de banlieue qu'on mettra toujours sur des causes extérieures. Parce que quand vous allez écouter, on va vous dire c'est le racisme, c'est le machin, c'est l'exclusion. Hein, là, il y a encore des policiers qui se sont fait agresser à Viry-Châtillon. On est parti, j'ai vu les journalistes sont partis interroger les gens. On interroge des associations donc de Grigny, et qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, c'est parce qu'il faut prendre en compte les jeunes, il faut éduquer les parents, faut les prendre en charge dès le bas âge. Mais qu'est-ce qu'on va faire encore d'éduquer des gens, quoi, d'être berceau? Mais c'est pas possible, on va éduquer les parents pour leur apprendre à être parents. Non mais c'est de la folie, c'est de la folie. Et ça va dans cet esprit de déresponsabilisation totale. Ce n'est jamais de leur faute. Ah bah s'ils sont pauvres, s'ils foutent la merde et que machin, c'est forcément parce qu'ils sont pauvres, qu'ils sont parqués, qu'ils sont discriminés. Hein. On va parler de discrimination à l'emploi. Alors, c'est pareil, discrimination à l'emploi, moi je m'interroge, discrimination à l'emploi, moi avec ma tête, je dis, j'ai pu travailler partout, alors c'est quoi, je suis l'exception, je suis le seul noir en France qui arrive à trouver un travail quand il veut, non mais il faut arrêter les conneries à un moment donné, hein. Si les gens veulent travailler, ils peuvent travailler, en France, je suis désolé, à tous les étages et toutes les strates de la société, moi j'étais dans les sociétés, il y avait 80% de noirs et d'arabes, faut arrêter de me dire, ouais, non ils trouvent pas de boulot, machin, y compris les cadres, hein, on va me dire, ah bah oui, mais non, mais c'était que les femmes de ménage, non, c'était jusqu'aux cadres, jusqu'au plus haut niveau de la société. Donc, faut arrêter. Et c'est comme ça dans beaucoup de sociétés. Hein. Donc, nous dire, oui, les discriminations, non, faut, partout, voilà. J'ai l'impression qu'on me décrit des fois la France de 2016, on a l'impression que c'est l'Afrique du Sud avant Mandela, hein, avec, voilà, comme je vous dis, hein, les sièges pour les Noirs, les Blancs, ah non, toi tu veux être prof, tu peux pas, t'es Noir, toi tu... Non, c'est pas ça, faut quand même arrêter. Hein, des Noirs, des Arabes, il y en a partout, dans tout le gouvernement, dans toutes les entreprises. Donc me dire oui, oh machin, et il a tout à fait raison quand il dit voilà, cette culture de la pleurniche sur la colonisation, moi je la trouve à force justement indécente et en plus contre-productive, parce que c'est que sans cesse aller pleurer sur le passé en réclamant des droits, il n'y a que ça. Moi j'ai envie de dire aux gens, bah, bougez-vous le cul et commencez aussi à créer, à travailler, à vous organiser. Hein, c'est pas tout le temps en allant pleurer à la porte des autres. Je vois l'exemple, on parle de communautarisme. Prenons l'exemple des Hmongs. Les Hmongs, c'est les premiers migrants. C'est les boat people. Hein. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais ceux qui ont plus de 40 ans, ils s'en souviennent, certainement. Donc les Hmongs, qui font partie de ce qu'on appelait les boat people. Il n'y avait pas que, mais il y avait beaucoup de boat people qui étaient Hmongs. Donc ils s'enfuyaient du Cambodge, qui était sous l'emprise de Pol Pot, un dictateur terrible, hein, qui lui, il envoyait les gens dans les camps pour de vrai, des camps de rééducation. Peut-être me transformant en Pol Pot. Mais il envoyait donc les gens en camp de rééducation parce qu'il pensait qu'ils pensaient mal. Donc vous imaginez bien, il a commencé à éliminer les intellectuels, etc. Donc tous ces gens-là sont enfuis, ils s'enfuyaient en bateau, et on les retrouvait au milieu au large des côtes de Thaïlande. Ils étaient repêchés, etc., mis dans des camps. Bon, à un moment donné, à Thaïlande, on ne pouvait plus faire face. On a dit, bon, il faut faire quelque chose. Il y a eu, pareil, vous voyez, c'était les premiers migrants. Il y a eu des chansons. On pourrait passer la chanson Gold, hein, un peu plus près des étoiles. Hein, ça, c'est une ode aux migrants. Gold, un peu plus près des étoiles. Hein, c'est un peu plus près des étoiles. Et c'est déjà, voilà, pour nous expliquer les boat people. Ben, vous prenez ces boat people que la France a accueillis dans les années 70. Où est-ce qu'on les a mis? On en a pris quelques dizaines comme ça de milliers, je sais plus combien, qu'on a foutu en Guyane française. Au fin fond de la Guyane française. Ils étaient même pas à Cayenne, dans la ville, ils étaient à
Cacao. Hein. Cacao, c'est un village, plusieurs dizaines de kilomètres de Cayenne. Voilà, on a foutu les migrants de l'époque, donc c'est Hmong, hein, donc d'origine du sud-est asiatique. Voilà, dans la forêt, dans la jungle. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Hmong, hein, au lieu de vous croyez qu'ils sont pleins, qu'ils ont dit à la France, ah, les salauds, regarde ça, ils nous accueillent, ils nous foutent dans la jungle à 20 000 km, parce que ça aurait été ça, hein, la logique victimaire. Eh ben non, ils ont pris leurs petits bras, hein, et ils ont dit, bah, c'est super, cet endroit-là, machin, on va débroussailler, puis on va commencer à planter, et puis machin, etc. Ils ont commencé à planter, à devenir des grands planteurs, ce qu'ils étaient, en plus, hein, dans leurs pays respectifs, et aujourd'hui, on part en 2016, eh ben, figurez-vous, ils ont le monopole total sur la Guyane, et même, ils exportent de toutes les denrées. Et ouais, voilà, et Cacao est devenu un village très prospère aujourd'hui. Voilà les Hmong. Donc, vous voyez, quand on veut faire quelque chose, et ils n'ont pas passé leur temps à chialer, à se plaindre, hein, on veut des droits, de reconnaissance, et putain, la France, elle nous a maltraités, elle nous a envoyés à 20 000 km, dans la forêt amazonienne, il n'y a rien à bouffer, il n'y a même pas machin, ils n'étaient même pas, je vous dis, dans la ville. Non, mais voilà. Donc, et à la fin, ils ont réussi à faire quelque chose. Donc, en fait, les questions hein, d'intégration tout le temps, justement, qui veulent dire qu'il y a des causes extérieures qui empêchent les gens de pouvoir s'intégrer, ben, c'est un peu, à un moment donné, c'est fatigant, parce que les exemples, il y en a plein, et ils sont devant nous, quoi, il suffit de les voir. Donc, je suis assez d'accord que, pour moi, cette position de la déresponsabilisation totale, tout le temps, hein, sur le principe victimaire de l'histoire coloniale, eh ben, c'est se placer constamment dans une infériorité et dans une position du demandeur. Hein. Voilà, la position du demandeur qui attend, ouais, non, je veux que tu me reconnaisses, etc. Là, on se demande, c'est quoi la reconnaissance, hein, parce que je voyais des gens qui disaient, oui, mais la France, elle reconnaît pas, mais reconnaître quoi? Vous voulez reconnaître quoi? Et après, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait répondu très bien en disant, mais d'accord, elle va reconnaître, et après, ça change quoi? Ça va changer ta vie, tu vas mieux dormir, parce qu'il y aura un papier qui est marqué quelque part, où, mon Dieu, tous les Noirs et les Arabes ont tellement contribué à la France. Et puis voilà, tu vas mieux dormir le soir, et puis le lendemain, tu crois que tu vas trouver un boulot pour ça. Non mais, à un moment donné, faut arrêter. C'est une imposture, en plus. En plus, c'est une imposture, cette position, puisqu'elle est la position qui ouvre, ensuite, à la demande, et en plus, qui est une espèce de comportement comme ça, très agressif, parce que il va dire, moi j'ai ma différence, je la veux, et en plus je veux cette différence au nom d'une histoire où toi t'as été un enculé. Alors d'accord, c'est pour ça que des fois c'est bien de reprendre l'histoire et de dire, alors est-ce que ça a vraiment été ça? Est-ce qu'il a été, voilà, et que quand on cherche un petit peu, bah on voit que c'est un petit peu plus compliqué que ça, que c'est pas aussi simple et aussi binaire qu'on veut nous le faire accepter. Vous êtes noir, donc vous êtes gentil, il y a la méchante histoire coloniale, et puis, en plus, il y a le chantage, hein, oui, vous êtes noir, donc, hein, voilà, un salaud, si tu prends la défense de la France, t'es un bounty, t'as un harki, t'as un machin, voilà, ça c'est ça, et c'est ces mêmes gens qui demandent l'égalité, hein, alors qu'ils vous l'enlèvent de base, mais ils exigent l'égalité pour eux, hein, et en plus, si quelqu'un, donc, n'est pas d'accord avec eux, bah, c'est lui le salaud. Je vous laisse méditer sur ça. Alors... On me dit, donc, Dieudo a fait un acte militant d'avoir fait son chèque pour la Palestine. Non, mais alors ça, je m'en moque complètement, cette histoire de chèque, je trouve ça tellement ridicule. Alors, que penses-tu du retour du KKK qui séduit en 2016 ? Bah, j'en sais pas, il séduit qui, quoi, où ? Retour du KKK bon, bah, je sais pas, non, je sais pas, le retour du KKK. En tout cas, aux États-Unis, ce serait pas étonnant qu'il y ait un retour du KKK dans la mesure où, effectivement, les tensions raciales connaissent un regain de tension et une apogée. Donc, oui, c'est parfaitement possible, effectivement, qu'il y ait un relan du KKK dans la foulée de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Hein, ça, c'est clair. Alors, on me dit, peux-tu nous parler de la colonisation française en Nouvelle-France ? Je me réserve une émission, on en parlera avec un spécialiste, juste parce que ça nécessiterait quand même, voilà, je passais des heures hein, pour faire ça ce soir, là il faudrait passer des heures aussi, mais ce que je sais de cette colonisation, en tout cas de la colonisation française en Amérique, et c'est très intéressant effectivement, c'est pour ça qu'on y consacrera, je vous promets, une émission en entier, c'est le fait que cette colonisation a été très différente de la colonisation des anglo-saxons. En particulier, le rapport qu'avaient les Français et les indigènes était complètement différent de celui des anglo-saxons. Hein, la France, elle a initié la première charte des nations indiennes. Hein, elle a réuni les Indiens pour qu'ils forment une nation.
Excusez-moi, ça c'est encore un putain de truc de raciste d'enculé, hein, de faire ça. Franchement, ces salauds de Français, ils ont voulu réunir les Indiens pour qu'ils forment une nation. Ah putain, les mecs, en plus, pour les génocider après. Non, mais voilà, intéressez-vous à Pontiac, hein, qui était un métis indien-français qui va faillir mettre les Britanniques hors des États-Unis. Tu vois, il va arriver devant le fort de Détroit, après avoir d'ailleurs détruit tous les forts américains. Il ne reste plus que le fort de Détroit dans toute l'Amérique. C'est-à-dire, si on vide Détroit, il n'y a plus un Britannique qui va nous faire chier sur la sol américain. Sauf qu'on signe le traité de Paris et que l'armée française n'interviendra pas pour défendre Pontiac, qui ne peut pas attaquer ce dernier fort sans l'armée française. Et l'armée va évidemment capituler, puisque vous savez très bien que les Britanniques se sont accaparés nos îles, et qu'ils ont déjà pris l'île Maurice, hein, alias l'île Bourbon à l'époque, ou l'île de France, je sais plus, je confonds toujours les deux, et qui était pris, puis après ils menaçaient la Réunion, ils ont pris un certain nombre de nos possessions, même dans les Antilles. Du coup, on a capitulé, et oui, la France, on s'est fait bouter lamentablement hors d'Amérique. Ça s'est concrétisé évidemment avec la vente de la Louisiane par Napoléon. Mais cette Amérique, nous n'avions pas du tout les mêmes rapports que les Britanniques avec les populations locales, en particulier les Indiens, qui pouvaient devenir français. Hein, on leur demandait, donc par un édit de Richelieu, de se convertir au catholicisme. C'était la condition. Mais après, ils pouvaient devenir français. Et évidemment, tous ces... vous savez que les grands chefs... indiens respectaient la France, certains deviendront même des officiers de l'armée française. Il y a même des ethnies au Canada, les amis canadiens qui nous regardent pourront le confirmer, français et français et indiens, hein, voilà, parce qu'il y a énormément de tribus indiennes qui étaient même nos alliés, les Algonquins, etc. Enfin, il y a vraiment une histoire très très incroyable de cette épopée française en Amérique, et qui démontre d'ailleurs même les descendants d'Indiens dans un reportage qui s'appelle Terre indienne, hein, qui est excellent d'ailleurs, L'ennemi silencieux. Je vous le conseille, bon, ça dure 5 heures, mais c'est très intéressant sur l'histoire des Indiens d'Amérique. Et ils abordent le passage justement avec la France. Et c'est très intéressant parce que les descendants des Indiens qui décrivent cette relation avec la France en parlent très positivement et disent nous, on aimait beaucoup la France parce que la France n'a jamais cherché à s'accaparer nos terres comme les Britanniques. Et c'est pour ça que les Indiens soutenaient majoritairement, évidemment, les Français et disaient quitte à collaborer avec une puissance européenne, il vaut mieux que ce soit la France que la Grande-Bretagne. Voilà. Et ça, c'est dans l'Amérique française. Mais j'espère qu'on pourra l'évoquer de façon encore plus précise au cours d'une émission. Mais c'est une période, pareille, oui, effectivement, qui mérite un focus, certainement de choses à démythifier. Voilà, alors on me dit, je trouve qu'on rajoute l'idée de la démystification. Ce soir, je t'ai trouvé très tourné sur l'identité et l'immigration des Africains. Je trouve que c'est complètement contre-productif au regard des enjeux de notre époque. La sortie de l'UE, le combat contre l'Empire ne passe-t-il pas par la réconciliation, comme dit Alain Soral, plus de démocratie, plus de souveraineté? Et est-ce que donner de plus en plus de place aux identitaires dans vos émissions ne risque pas de remettre en question ce combat? Alors, on donne plus de place aux identitaires dans nos émissions. C'est intéressant, je me demande bien qui. Hein, parce qu'il y en a peut-être tellement plus que les autres. Hein. Si on fait le ratio des identitaires qui sont venus dans l'émission, on va retomber encore sur une démystification. Hein. Les chiffres vont pouvoir parler d'eux-mêmes. Ensuite, moi, je ne trouve pas ça contre-productif au regard des enjeux de notre époque, parce que l'enjeu de notre époque, au-delà, évidemment, des grands enjeux de sortie de l'Union européenne, hein, évidemment, ça reste un grand combat politique, les enjeux d'identité sont fondamentaux. Ne nous leurrons pas. Il ne faut pas se leurrer. Les enjeux d'identité sont fondamentaux parce que le sentiment des Européens et des Français, il est qu'ils se font submerger et qu'ils perdent le contrôle. Et que, comme je vous dis, on est en train de remplacer leur logiciel, hein, le logiciel de base. Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Ça, c'est un enjeu. Il suffit de voir qu'est-ce qui va être au cœur de l'élection présidentielle. L'identité va être un des thèmes prioritaires. Même la gauche, aujourd'hui, vous avez bien vu, c'est Hollande qui a sorti son livre, il y a tout un chapitre sur l'identité, etc. Il en parle, etc. Il est obligé d'en parler. Donc moi, je ne crois pas que, justement, que ce ne soit pas un enjeu. Au contraire, je pense que c'est un très, très grand enjeu. Et je pense qu'il est temps... Alors, on me dit la réconciliation, mais moi, je ne suis pas pour la guerre.
Parce que ça, c'est justement, c'est pas la guerre. C'est justement, au moins, c'est parce que c'est pour se réconcilier, on va le réconcilier, il faut être deux. Et puis, la réconciliation, elle nécessite de la sincérité aussi. Et de la sincérité des deux côtés. Donc moi, je pense que la sincérité de la France, je veux dire, la repentance, ça fait 30 ans que c'est de la repentance, c'est un exercice de contrition systématique dès qu'on parle de ces questions. Là, on a l'occasion quand même de, justement, oui, un peu de démythifier. Donc moi, oui, tu me dis que c'est courageux, effectivement. T'as pas tort, c'est certainement courageux, parce que je vais avoir beaucoup de problèmes. Mais il faut que les choses soient dites. Voilà, c'est l'esprit de dire, justement, en France, on ne peut plus parler de rien. On ne peut plus, surtout sur ces questions-là, on aborde les questions d'esclavage, les questions d'immigration, colonisation, ou les questions raciales. Ce sont des sujets explosifs. Hein, vous marchez sur des œufs, sur des morceaux de TNT à chaque parole. Donc, le fait, effectivement, de pouvoir en parler, mettre les choses sur la table, c'est justement pour ouvrir les débats. Alors, je sais très bien que après cette émission, il y aura des flopées de gens pas d'accord qui vont me ressortir des chiffres. Évidemment, j'ai fait exprès de sortir des chiffres, mais je pourrais les justifier. Mais bon, on va me ressortir d'autres chiffres, et machin, et ça, et oui. Et là, mais non, il n'y avait pas 1000 milliards, mais 1200. Bon, hein, on pourra toujours ergoter pendant 10 ans sur ci, sur ça. Mais là où j'ai voulu mettre le point, on va dire, et, mettre le doigt là où ça fait mal, c'est de rentrer dans cet engrenage de l'histoire coloniale pour le déconstruire et qu'on arrête constamment de s'en servir comme une espèce de chantage historique hein, pour justifier ces actions que moi j'estime, alors là aussi ça ne plaira pas, mais communautaires. C'est-à-dire au nom justement de cette défense communautaire, voire raciale, on va te jeter un passé colonial mythifié. Hein, pour le justifier. Alors déjà, le principe de base, effectivement, je le trouve déloyal, hein, de lancer l'histoire hein, comme la justification de tout, mais en plus de ça, lorsque c'est une histoire, en plus mythifiée, que c'est une histoire qui n'est absolument pas nuancée, qui est binaire, qui rend pas compte, en fait, justement, qui s'éloigne de la réalité et au moins, ça donnera justement des arguments dans ce débat à tous ceux qui, pour le moment, n'osent pas parler. Parce que quand on leur fout le nez dans l'histoire coloniale, bah, les gens, ils se taisent, ils savent plus quoi dire. Ah bah oui, salaud, vous avez colonisé les esclaves et les machins. Ah bah, tais-toi, rentre chez toi, je me fais tout petit, machin, d'accord. Bon, bah voilà, au moins, il y aura de l'eau au moulin pour dire non. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein, et qu'on arrête justement ce processus constant. Parce que, vous voyez, le processus de la victimisation tel qu'il est apporté par les gens qui veulent constamment défendre cette idée voilà, oh, la victimisation, je suis victime du racisme, de la discrimination et du machin tout le temps, c'est comme pour porter la faute sur les autres hein, et les traiter. Parce que si on est victime de la discrimination, c'est bien que quelqu'un discrimine. Si on est victime de racisme, c'est bien que quelqu'un est raciste. Et là, pour le coup, les gens qui n'arrêtent pas de pleurnicher, de se plaindre tout le temps, eh ben, y a bien des discriminateurs, il y a bien des... Hein, s'il y a des victimes, il y a bien des agresseurs. Hein. Et là, on voit que ça se porte toujours sur les mêmes personnes. Et donc, ça va se justifier après au nom de ça, au nom de cette histoire-là. Et ça, c'est assez inacceptable. Hein, parce qu'on pourrait prendre les choses aussi dans l'autre sens et les justifier aussi avec les mêmes ressorts, la même logique. Sauf que quand vous le faites dans l'autre sens, ah non, là vous êtes un raciste, vous êtes un machin, vous êtes un truc, et là tout le monde vous tombe dessus. Et ça, hein, ces chantres de l'égalité constante, eh ben, ils devraient au moins en tenir compte et qu'au moins pour qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait égalité des deux côtés. Voilà. Alors, si je présume qu'on investissait lourdement en Algérie et dans les autres colonies, c'était de l'argent en moins investi dans les entreprises françaises, ce qui a créé un retard irrattrapable envers les entreprises allemandes. Voilà pourquoi on n'a que le Peugeot et la Renault, alors que les Allemands possèdent les plus grandes marques de bagnoles. Certains diront ça, moi je ne sais pas, hein, je ne peux pas me prononcer complètement sur cette question, c'est vraiment une affaire de spécialiste, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a eu une grosse part d'investissement, peut-être qu'effectivement cet investissement aurait pu se faire directement sur le territoire métropolitain, bon bah voilà, mais justement, la France ne doit pas regretter, je pense, d'avoir investi, ça fait partie de l'histoire, mais simplement, là où elle a investi, bah, qu'on reconnaisse que c'était pas le tout méchant qu'on veut lui faire passer, quoi. C'est un peu ça, cette espèce d'injustice de l'histoire, de dire tout était méchant, salaud,
salaud, etc. Alors que c'est quelqu'un qui est plus nuancé, que oui, il y avait une forme de... Bien sûr qu'il y avait de la domination, mais aussi il y avait du partage. Il y avait les deux. Alors, on me dit une armée étrangère tirant sur le peuple, cela se produit en Afrique par l'armée française par exemple. Qu'en penserons-nous si une armée étrangère tirait sur nous, même si elle était juste présente dans nos rues? Ah bah évidemment, bah ça c'est... évidemment l'armée française qui tire en Afrique comme ça s'est passé du temps de Gbagbo, personnellement je ne vais pas être d'accord avec ça, vous en doutez bien. Vous voyez, c'est toujours la présomption, mais non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Pour moi, l'armée française, effectivement, qui tire sur des étrangers, comme ça s'est passé, comme on l'a vu lors des incidents d'Hôtel Ivoire, bah, c'est scandaleux. Hein, et qu'on vienne pas nous accuser, nous, Méta TV, de pas avoir parlé de ça, parce que je crois qu'on est le seul média à avoir autant couvert ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, hein, et ce qui se passe d'ailleurs en Afrique. On en parle régulièrement, de façon récurrente. Hein, encore après-demain, on fait une émission sur la Libye, donc faut arrêter de me dire qu'on parle pas de l'Afrique. Hein, on en parle, on a tellement reproché, on m'a dit ouais, vous parlez que de l'Afrique, vous parlez même pas assez de l'Europe. Jamais personne n'est content. Hein, vous voyez, donc quoi qu'il arrive, la France, cette pays n'est pas content. On parle pas assez de l'Afrique, on parle trop, machin, etc. Mais qu'on vienne pas nous accuser de ne pas dévoiler la situation africaine dans son ensemble. Nous, on a invité Nicolas Gbou, qui est venu parler du franc CFA, l'émission est disponible. On a invité Abiba Touré, l'avocat de Laurent Gbagbo, avec Alain Toussaint. On a invité Corinne Cogent, on a invité des RCK, on a invité des Ivoiriens. L'Afrique, on en a parlé tout le temps, on en parlera encore. Donc on vienne pas, et pas dans des termes très élogieux pour la France, hein, excusez-moi, hein, parce que quand l'avocate de Laurent Gbagbo vient et vous explique la situation de la Côte d'Ivoire dans l'eau en argent travers, il n'y a rien de glorieux. Hein, donc on ne vient pas de nous accuser hein, d'un pseudo-identitarisme, c'est faux. Non, par contre, oui, de remettre un peu le curseur au milieu, oui, certainement. Mais nous accuser d'identitarisme fou, ça c'est encore un mythe. Décidément. Alors, on me dit... qu'est-ce qu'on me dit? Penses-tu qu'il va falloir Donald Trumper les arabo-musulmans de France? Je sais pas ce que ça veut dire que Donald Trumper quelqu'un. Il faudrait que tu donnes la définition. On me dit, ça fait quoi d'être un Afrouquin? Afrouquin. C'est pas mal. Ils ont des trucs hein, entre les Gaulois bonnets et les Afrouquins, c'est pas mal. Vous êtes en forme ce soir. En fait, ça vous inspire quand même comme sujet, faut bien le dire. Alors, la France ne fait-elle pas comme l'Algérie en 62 et renvoyer arbitrairement tous les Algériens et leurs descendants, quand bien même nés en France dans le pays d'origine? Pourquoi la France, elle le fait pas? Parce que la France, elle a pas, elle est pas encore, en tout cas, elle n'y est pas dans cette situation. Hein. Évidemment, il n'y a pas question de dire on va renvoyer tout le monde, etc. Mais il est question de... On nous parle de vivre ensemble. Hein. Alors j'entends une autre expression aussi en ce moment, c'est l'entre-soi. Hein, c'est marrant, mais alors entre-soi qui est utilisé pour dénoncer les Blancs qui vivent entre eux. Ils disent ils font de l'entre-soi. Ce que j'ai trouvé marrant d'ailleurs. Donc les Blancs feraient de l'entre-soi et les autres du vivre ensemble. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, ce sont les nouvelles expressions de novlangue. Hein. Il y en a beaucoup hein, maintenant. Hein. Migrants, entre-soi, novlangue. Hein, il va falloir s'habituer à ce nouveau langage. Pourquoi les Français ne font pas ça? Les Français sont pas du tout dans cette dynamique, c'est évident, parce que je pense pas que le fond des Français, il est de se dire « on va virer tout le monde, etc. » Non, ils ont encore l'espoir miraculeux de se dire qu'on peut tous vivre dans le même pays. Hein. Moi, je pense que la majorité des gens sont quand même dans cet esprit-là, mais simplement, la position, je pense, de beaucoup de Français, c'est de se dire voilà, on est dans notre pays, on veut bien accepter que quelqu'un intègre la communauté nationale, mais pour cela, on va lui demander quand même le minimum d'accepter certaines choses de cette communauté nationale. Et on ne peut pas dire de quelqu'un qui fait partie d'une communauté nationale s'il passe son temps à cracher dessus, machin, etc., à vouloir la détruire, cette communauté nationale. Ces gens-là qui passent leur temps à jouer contre la communauté nationale, à un moment donné, est-ce qu'ils sont vraiment français, même s'ils ont des passeports français? Je suis désolé, quoi. Il faudrait se poser la question. Et la France, oui, elle est trop, c'est peut-être comme disait Julien Rochely, trop raffinée, quoi. En tout cas, elle a pas cet esprit-là, c'est vrai, pas du tout. Les Algériens étaient beaucoup plus
beaucoup plus brutes hein, dans leur appréhension. Et voilà, effectivement, quand ils ont repris leur indépendance, ils ont dit, nous, on veut pas d'une communauté française. Et ils sont, voilà, la communauté, ils étaient bien contents qu'ils s'en aillent, quoi. Mais bon, je veux dire, ils seraient restés, si c'était pour finir comme les mecs d'Oran massacrés, c'est clair que les gens, ils ont préféré se barrer, quoi. Mais les Français, non, ne sont pas dans cet état d'esprit, je le pense. Alors, on me dit, pour revenir sur le côté positif de la colonisation, oula, peut-on considérer la colonisation française comme une sorte de préservation face à d'autres colonisations potentiellement plus strictes? Alors ça, c'est la vraie avocat du diable, mais il n'a pas tout à fait tort, il a même carrément raison, j'ai envie de dire. Puisque dans la colonisation, par exemple, regardez ce qui s'est passé au Maroc. On sait très bien qu'il y avait une injonction de l'Allemagne qui disait qu'ils allaient envahir le Maroc, c'est pour ça qu'ils préféraient faire appel à la France. Donc ça veut bien dire que déjà, il y a une différence de colonisateurs. Déjà sur ce point-là. Mais après, je pense qu'on était dans une séquence historique où effectivement, les pays d'Europe occidentale avaient un tel écart technologique avec tout le reste de l'humanité qu'il était très facile pour eux, et c'est ce qui s'est passé, de pouvoir envahir un certain nombre de pays, voilà, et d'imposer leur mode de civilisation. Mais tout cela partait au nom, vous savez très bien que c'est un peu comme ce qui s'est passé en Amérique du Sud, il y avait la volonté, on va les christianiser, allez, on va porter la parole du Christ, etc. Bon, tout ça sous couvert, évidemment qu'on avait piqué l'horreur aussi, hein, on va pas se mentir, c'est ça le bilan. Mais il y avait l'idée aussi de dire, ah, c'est ces gentils gens qu'on va ramener de notre côté dans notre civilisation. Donc oui, il y a toujours eu cette volonté, mais ça a été possible parce que l'Europe, à un moment donné, a aussi dépassé tout le monde d'un point de vue technologique, et donc elle avait la possibilité de dominer le monde. C'est comme ça. Mais c'est une séquence historique. Et demain, la Chine, qui est peut-être certainement aujourd'hui la première puissance économique du monde, croyez-moi, ils vont pas se faire ravir leur place s'ils peuvent aussi à leur tour et dominer, etc. Et c'est comme ça, il en est de tous les pays qui seront dans cette position d'un avantage de supériorité. C'est tout. Alors, on me dit quoi encore? Que penses-tu de la déclaration des droits sexuels, qui est une autre forme de colonisation des esprits, surtout envers les enfants? Ah oui, tout à fait raison. Bah, nous, on en a parlé, on a même diffusé la vidéo de Marion Sigaud, qui est très très intéressante à ce sujet. Tout à fait, évidemment. Et là, là, on parle de l'agenda dont on parlait tout à l'heure, qui est une espèce d'agenda mondialiste, dans lequel, évidemment, on veut cet homme nouveau, sans nation, sans sexe, sans rien, et ce droit des enfants qui glisse petit à petit vers une hypersexualisation des enfants, ce qui est déjà le cas de beaucoup déjà dans les films, dans les représentations, mais là qui va prendre véritablement corps dans le juridique, et donc qui va créer donc une espèce de droit à la sexualité qui est complètement fou, donc qui va dire que des enfants, que vous avez le droit d'être sexualisé, vous aurez le droit d'avoir une vie sexuelle. Oui, c'est une dérive totale, mais qui va dans le sens de cet agenda mondialiste qui vise à nous séparer, de créer cet homme nouveau, absolument dépouillé de tout. Hein. Donc oui, c'est cohérent du point de vue de leur agenda, évidemment, c'est scandaleux. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que, vous voyez, cette histoire aussi des mythes. Et là, faut pas se leurrer, quand je parle d'agenda mondialiste, justement, par rapport à ces questions, mais quand vous voyez, justement, quelques personnages qu'on a évoqués en première partie, de George Soros, qui, lui, finance toutes les associations communautaires, systématiquement, il participe pas, justement, à cet agenda mondialiste. Et c'est quoi l'idée derrière? C'est la destruction des nations. C'est la destruction des nations. Ils veulent détruire les nations. Hein, et pour ce faire, on va commencer par détruire les nations européennes, c'est-à-dire les plus anciennes, les plus solides. Hein, c'est évident. Hein, et la France est au premier chef. Donc on va détruire les nations, parce qu'il faut ce nouveau monde qui s'offre à nous. Hein, le monde de George Soros, c'est un monde sans nation, c'est un monde mondialisé, avec des grands ensembles, etc. Voilà, où vous n'êtes plus ni homme ni femme, vous n'avez plus vraiment de religion, vous n'avez plus vraiment de patrie, plus rien, vous êtes ce consommateur parfait mondialisé. Hein, et donc, oui, la sexualité des enfants, bah, c'est comme une espèce de projet aussi, de dépravation aussi de toute la société, puisque après avoir éclaté, on va dire, toutes les valeurs traditionnelles, hein, et la famille, bon, bah, on s'attaque aussi encore toujours plus à tout ce qui reste de la famille. Hein, voilà. Alors, je ne vais pas faire la victime depuis que je suis enfant, on me renvoie à mes origines et on nous montre que nous ne sommes pas français, voire des sous-français pour le travail comparé à mes potes blancs, c'est toujours plus difficile. C'est une réalité et il faut reconnaître. Mais de là à s'apitoyer sur notre sort, non, ça reste une réalité. Donc comment vouloir à des jeunes issus de l'immigration de ne plus sentir français à cause de ces rejets? Mais
Attends, déjà, tu me dis, les jeunes issus de l'immigration, déjà, là, beaucoup ne se sentent pas français de base. Ça, c'est la première chose. Hein. Alors, quelqu'un, il ne se sent pas français, il faudra quand même lui reconnaître le droit d'être français. Ça, je trouve, c'est un peu contradictoire. Et quand tu me dis, oui, c'est la discrimination, me renvoie à mes origines, ça, c'est extrêmement marrant, parce que moi, je vais te dire, moi aussi, on me renvoie toujours à mes origines. Mais c'est pas mes potes blancs. C'est ça, c'est assez marrant que tu me dises ça. Parce que justement, on renvoie à les origines, mais les Blancs, ils sont tellement pris dans la doxa idéologique antiraciste et tellement peur d'être accusés de racisme, ils ont peur de vous demander votre origine, parce que rien que ça, c'est déjà, mais attends, pourquoi tu me demandes ça? Voilà. Donc ceux qui me demandent le plus mon origine, c'est pas des Blancs, je préfère le dire. Moi aussi, en France, je sais qu'il y a une espèce de d'hystérie absolue sur l'origine, hein, constamment on vous demande, mais c'est pas le fait de Blanc. Et alors après, me dire, on me renvoie à mes origines, on me montre que nous sommes pas français. Comment on te le montre que t'es pas français? Puisque en France, en théorie, t'as les mêmes droits que tout le monde. Donc déjà, ça, d'un point de vue juridique, ça tient pas à me dire, on me montre que je ne suis pas français. Mais on te le montre comment? Et je comprends pas comment ça s'exerce le fait de montrer à quelqu'un qu'il n'est pas français. Parce que dans la mesure où tu as les mêmes droits, que tu vas aller à la mairie, tu vas t'inscrire sur les... Il n'y a rien, d'un point de vue juridique, il n'y aura pas de différence. Hein, il n'y a pas de différence en France. Il n'y a même pas de statistique ethnique. Après qu'il y ait de la discrimination dans le travail, sur les boulots, oui, ça existe, c'est vrai. Mais me dire, oui, je trouve pas de boulot, non, excuse-moi, j'ai travaillé, moi aussi, vous voyez, bon, là, je consacre beaucoup de temps à Meta TV, mais moi aussi, hein, j'ai travaillé, donc beaucoup, hein, donc on ne vient pas me dire, et dans les entreprises, il y a de tout. On va me dire que les entreprises sont mono-ethniques. Hein, non, c'est pas vrai. Alors, il y a des entreprises communautaires, ça existe, mais elles sont très très peu nombreuses. La majorité des entreprises, excuse-moi, c'est le plus grand métissage qui règne. Quand tu me dis ça, en plus, c'est marrant que tu me dises « Oui, je trouve pas de boulot pour les Français », mais moi, j'entends Anne Lauvergeon, hein, vous connaissez, l'ancienne présidente d'Areva, qui dit « Oui, on va embaucher, hein, et attention, on ne va pas embaucher de mâles blancs, ce ne sera pas notre priorité. » Ça, c'est la parole de Anne Lauvergeon. Alors, comment on doit le prendre? Comment ils doivent prendre les blancs quand ils entendent ça? Parce que ça, c'est officiel, ça, c'est des discours de chefs d'entreprise. Hein, je ne parle pas, ce ne sont pas des impressions, ce sont des faits. Parce que j'ose imaginer si un chef d'entreprise va dire « Ah ben moi, ma priorité, ce ne sera pas d'embaucher des grands mâles noirs. » Je peux vous dire qu'il va faire long feu, lui. Hein. On va le retrouver à la 17e chambre. Hein. Mais c'est ça l'hypocrisie du truc, quoi, pour moi. Donc oui, bien sûr qu'il y a des problèmes de discrimination, que ça peut arriver, évidemment que ça arrive. Mais en faire l'alpha et l'oméga... Alors, quand bien même que je vous dis, voilà, vous avez des dirigeants qui vous disent « Ah non, on ne va pas embaucher de blancs, on va faire priorité aux autres », comment est-ce que tu dis ils peuvent pas se sentir français, mais ils peuvent se sentir français. Regarde Anne Lauvergeon comment elle parle. Écoutez les discours d'Anne Parisot, le MEDEF qui se prononce pour la diversité partout, machin, etc. Ils font tout un tas. Regarde à la télévision, le CSA a mis une politique en œuvre, c'était à l'époque de 2005, ça fait une dizaine d'années, après les émeutes, on a dit les gens ils ont fait des émeutes parce qu'il n'y a pas assez de noirs et d'arabes à la télé. Donc, vous pouvez voir à la télévision aujourd'hui, cette diversité, elle est plus que respectée. Il y a énormément de noirs et d'arabes dans toutes les télévisions. Hein, là, on ne peut pas me dire il n'y a qu'un seul noir et un seul arabe. Dans toutes les chaînes de télé, il y a des noirs et des arabes. Que vous allez de ITélé à BFM, à France 24, à France 2, machin. Regardez, le nouvel animateur politique auprès de Pujada, c'est Karim Rissouli. Donc, il faut arrêter de... machin, c'est Ali Badou à Canal+, et machin. Il y a des noirs et des arabes, il y en a plein à la télé. Hein, donc, ceux qui disaient que c'était une question de représentation, je leur demande quel est le bilan. Alors, donc, 10 ans après, est-ce que la situation de ces jeunes qui se sentent rejetés, pas français, machin, etc., elle s'est améliorée parce qu'ils voient Ali Badou, Karim Rissouli et Audrey Pulvar à la télé? La question est là. Alors, on me dit même question que Saladin a posté sur le chat. Je trouve que le nombre d'identitaires a terriblement augmenté. J'ai le sentiment que ça prend une place dans le débat démesuré et que c'est toujours avec le même angle. Marre de la pleurniche, des beurs et des noirs. L'islam est incompatible avec la République, renvoie des Algériens et de leur descendance. Eh ben, ça, c'est les questions que les gens se posent. Maintenant, me dire qu'ils prennent plus d'importance dans le débat, j'ai envie de savoir dans quel débat. Parce que les identitaires, vous ne les voyez pas beaucoup à la télévision française. Nous faire un procès, nous ici, alors là, comme je l'ai expliqué, ça tient pas, parce que là, je vais faire comme Black Lives Matter, on va dire, on va prendre le nombre total, puis on va faire la division. Voilà. Je trouve que tout ça ne tient pas beaucoup la route quand vous me dites oui, l'importance des identitaires. Après, s'il y a une importance, effectivement, de certains mouvements dits identitaires qui ne veulent pas
en fait, voilà, qui ont envie de quelque part exister pour faire valoir leurs idées, ils ont le droit, on va pas quand même les empêcher, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voudrait empêcher les identitaires de s'exprimer, alors que les communautaristes, ils s'expriment comme ça depuis des années. Hein, le Parti des indigènes de la République, la marche de la dignité, etc. Vous les voyez, ils vont défiler dans la rue, voilà, et eux, ça ne pose aucun problème. Et maintenant, évidemment qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction en face, et la réaction, c'est l'identitaire. C'est-à-dire que des gens maintenant aussi se sont constitués en groupe qui veulent aussi marquer leur exaltation de la race au nom de l'identité, ils s'appuient aussi sur l'histoire, etc. Donc pour moi, les mouvements identitaires, ils ne sont que le fruit de la situation du pays et de la façon dont on a exalté les différences des autres et permis aux autres de s'exprimer, et qu'on a blâmé, brimé même ces gens-là qui aujourd'hui, ils ont un réflexe presque immunitaire de défense, c'est de se dire il faut qu'on existe nous aussi, et machin, et nos idées. Donc pour moi, c'est vraiment la mentalité de l'idéologie antiraciste qui a fait naître les identitaires, et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Alors, on me dit de nos jours, le nouveau racisme est un racisme sans race, plutôt orienté sur les caractères culturels et au premier rang la religion. Quel est ton avis? Aujourd'hui, surtout que le mot racisme ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'on met un mot raciste sur des gens pour la religion, pour des pratiques sexuelles, pour des machins, etc. On met le mot racisme à toutes les sauces, à tel point qu'on l'a vidé de son sens, effectivement, puisque la race est déjà une notion tellement ténue, quasiment impossible à définir. Donc, finalement... Effectivement, cette question du racisme, elle se tue d'elle-même par le fait qu'on l'utilise trop et que l'argument devient presque éculé quand vous sort du racisme à toutes les sauces, au moindre truc, dès que vous allez entamer une conversation, voilà, sortir des arguments sur l'histoire coloniale comme ça, on va vous traiter de raciste. Quand bien même, il n'y a pas de racisme là-dedans, puisque vous parlez d'histoire. Mais pourtant, on va l'étendre au racisme. Donc effectivement, le mot racisme, c'est un mot... qui veut quasiment plus rien dire, tellement on l'a utilisé, tellement on l'a dépouillé, on l'a vidé de son sens. Et maintenant, on voit du racisme partout, et quand on en voit partout, c'est peut-être qu'il y en a nulle part. Alors, allez, les dernières, on me dit, la situation actuelle, le communautarisme ethnique n'est-il pas la seule solution envisageable par les Français pour sauver leur culture? Ah, ça, c'est une question intéressante. Pour sauver leur culture et s'isoler de la culture de l'échec musulmane et africaine, s'éduquer, travailler, s'épanouir entre Français de souche, c'est tellement agréable. Je comprends qu'il y ait des gens qui vont finir par penser ça. Parce que, pour moi, c'est une réaction, comme je vous dis, immunitaire à la situation. Donc il n'est pas étonnant, oui, qu'il y ait des gens qui veulent s'imposer dans leur système en disant maintenant, moi, j'aimerais travailler avec les gens de ma race, etc. Comme Beyoncé. Hein, mais pourquoi ça choquerait pour Beyoncé et puis on serait choqué par les propos de Harrison? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on accepte l'un, on accepte l'autre. Après, est-ce que c'est la solution, effectivement, pour le communautarisme ethnique en France? Moi, je ne le souhaite pas, à titre personnel. Mais c'est pas moi qui vais décider de ce qui va se passer de l'évolution des phénomènes sociaux dans ce pays. Mais ça a l'air très très mal parti. Évidemment, on est parti pour se séparer. On n'est pas parti tellement, oui, effectivement, dans une, dans une espèce de cadre harmonieux, en tout cas. C'est plutôt, ce qui est en train de régner est plutôt, évidemment, le conflit et la discorde, quoi. Alors, évidemment, s'entendre, c'est encore autre chose. Et alors, allez, on me dit, que faire des autres immigrés qui sont en France depuis des siècles, ou simplement les Portugais, Espagnols, Italiens, ou des pays de l'Est? Ah bah ça, j'en sais rien. Ça veut dire quoi, en plus? Qu'est-ce qu'on va faire des autres immigrés? S'ils sont immigrés, ils sont français. Parce que s'ils sont immigrés depuis des siècles, il y a quand même un souci, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ils sont français, c'est tout. La question, c'est de se sentir français ou pas. C'est que si... vous voyez, tout à l'heure, on m'a dit, ah oui, mais les gens, ils se sentent pas français, c'est normal parce qu'ils sont rejetés. Mais ils arrivent en me disant qu'ils sont pas français, en général. Hein, je veux dire, la majorité. C'est quand même ça, le principe de base. Donc, me dire, oui, ces gens-là, ils sont là depuis des siècles, bah, s'ils sont là depuis des siècles, voilà, ils sont français, oui, ils sont d'origine portugais, espagnol, italien, oui, voilà, ils vont garder peut-être un patronyme d'origine, mais je veux dire, ils seront complètement français, il faut arrêter, oui, et ce serait pareil pour des Algériens s'ils ne revendiquent pas totalement leur binationalité, à mon sens. Ils sont français aussi.
Et pareil pour les Africains. Mais ça, ils ont du mal à l'accepter, beaucoup, parce que, justement, ils ont basé toute leur idéologie sur l'histoire coloniale. Donc, les Noirs ont été esclavagisés par des Blancs, ils ne peuvent pas être français. Des Algériens ont été mis en colonisation par des Français, ils ne peuvent pas être français, etc. Puis en plus, ces communautés-là vous font un chantage, je dis, affectif, chantage au racisme, et pour celui qui ose, on va dire, se lever contre contre cet état de fait, contre cette doxa, et on ne l'accepte pas. Donc voilà, il va être traité comme moi, on m'a traité, bounty, salaud, tu suces le cul des blancs et tout. Et c'est ces gens-là qui se prétendent de l'antiracisme qui vont vous donner des leçons de racisme, des leçons. Ces gens qui vous disent que... Alors c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que quand quelqu'un prétend qu'il se sent français, mais que ses congénères lui font remarquer t'as pas la bonne couleur, pense à tes ancêtres, et tu prenais des coups de fouet, et machin, et la colonisation, et les harkis, et les machins, comment voulez-vous que la personne se sente française? C'est ça qui fait qu'elle se sent pas française. C'est pas le rejet des soi-disant français qui veulent pas qu'elle se sente française, ça j'y crois pas du tout, moi je vous le dis. Ce qui fait qu'elle se sent pas française, c'est parce qu'elle est pétrie de cette idéologie, elle est pétrie de toute cette, comment dirais-je ça, de cette, comment dire, cette histoire mythifiée, qui a permis de faire installer l'anti-France partout dans leur tête, et que cet anti-France, il est en train de nous bouffer, il est en train de nous détruire, et il est en train de mener les communautés dans la plus grande, justement, le plus grand conflit, la plus grande concurrence. Parce que finalement, tous ces gens-là, justement, qui se prétendent, il n'y a qu'une solution pour moi, c'est de pouvoir passer au-dessus des couleurs, au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, et il n'y a qu'une seule chose, une seule, où tout le monde peut se réunir, c'est la communauté française. Point à la ligne. Voilà. Donc, je vous remercie tous pour cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi. Je pense que, de toute façon, le débat, il va encore se poursuivre. Ça va parler. Et voilà. Donc, je sais que, forcément, ce sera bien d'ouvrir le débat. Et que, de toute façon, c'est peut-être juste un débat qui s'ouvre. Et que c'est, à mon avis, loin d'être fini. En tout cas, comme je dis, les choses, vaut mieux qu'elles soient dites, parce qu'au moins quand les choses sont dites, on peut en discuter, plutôt que ceux qui me disent « Non, parlons pas, mon Dieu !» de peur de vexer ou de provoquer de mauvaises pensées pour les uns et les autres. Non, vaut mieux ouvrir les sujets, vaut mieux en parler, vaut mieux mettre ces choses-là sur la table, en discuter, et c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à vraiment trouver la paix, si en tout cas on la cherche. Voilà, en tout cas, merci. Je n'aurai qu'une chose à vous dire pour cette émission ce soir. Et voilà, on me le dit, en forme, pas ce soir? Oui, en forme. Et forcément, si vous écoutez ce message, vous qui nous regardez, forcément que la force soit avec vous, parce que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde.